Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Carmen Févillier, ravie de vous retrouver ce soir. Alors que la France cherche à regagner en compétitivité à l'international, l'Afrique apparaît plus que jamais comme une opportunité stratégique, mais encore trop peu exploitée. Dans un contexte marqué par la baisse des réserves de change en zone CEMAC, des pressions fiscales et une gouvernance parfois instable, comment les entreprises françaises peuvent-elles mieux s'adapter, investir et surtout contribuer? Nous en parlons ce soir avec Étienne Giraud, président du Conseil français des investisseurs en Afrique, le CIAN. Monsieur Giraud, bonsoir et bienvenue parmi nous. Bonsoir Carmen. Alors Monsieur Giraud, je vais vous représenter, si je peux le dire comme ça. Vous êtes président du CIAN, donc le Conseil français des investisseurs en Afrique. Vous êtes un observateur de longue durée, de longue date des relations économiques franco-africaines et vous plaidez pour un engagement fort, mais lucide des acteurs économiques. Encore, vous êtes loin des discours abstraits, voilà pourquoi on vous plébiscite. Vous êtes loin des discours abstraits, vous êtes très concret et vous invitez donc à repenser la perception de l'Afrique à travers votre livre 54 nuances d'Afrique que voici. Un livre que j'ai lu, qui est très intéressant et aussi à consulter. Et vous invitez donc à repenser la perception de l'Afrique à travers ce livre et la place de l'entreprise française en Afrique, non plus seulement comme investisseur, mais comme un acteur de stabilisation, de transformation et de responsabilité. Encore une fois, Monsieur Giraud, bienvenue. Merci beaucoup, je suis très content d'être là. Bonjour à tous et bonsoir à tous. Alors, le CIAN, on va faire un rappel du CIAN et dans quel pays d'Afrique les entreprises françaises du CIAN sont implantées? Dans tous les pays, puisque le CIAN et ses entreprises, qui représentent à peu près 80% du business français en Afrique, couvrent la totalité du territoire. Oui. J'en profite pour contrer une idée reçue. Vous savez que dans mon livre, j'essaie de lutter contre les idées reçues, les stéréotypes ou les clichés qui nuisent beaucoup au développement de nos relations. Et si on n'a pas confiance, et si on n'est pas au courant des choses, on ne peut pas bien réussir. Et donc c'est le but de ce livre. C'est le but de ce et donc j'aime bien lutter contre les idées reçues. Et il y a une idée reçue, qui est de dire que les entreprises françaises, elles travaillent beaucoup et majoritairement avec les pays francophones, et notamment les anciennes colonies françaises. Eh bien, ceci est inexact. Donc voilà une idée reçue qu'il faut combattre. Oui. Les entreprises françaises, elles travaillent avec les 54 pays du continent africain. Savez-vous que les 5 plus grandes destinations en termes de business pour les entreprises françaises, ce ne sont pas des pays francophones. C'est l'Afrique du Sud, c'est l'Égypte, c'est le Nigeria, c'est l'Angola, c'est quelquefois le Kenya ou la Côte d'Ivoire qui se disputent un petit peu, et puis le Maroc évidemment que j'ai oublié de citer. Mais voilà les pays, avec les principaux pays avec lesquels les entreprises françaises travaillent. Mais ils travaillent dans tous les pays puisqu'il y a des implantations d'entreprises françaises dans les 54 pays. D'accord. Alors vous, en août, justement en août, il y a eu la rentrée économique, j'allais dire académique. La rentrée économique avec la rencontre des entrepreneurs de France à Roland-Garros. Et vous avez écrit sur votre page LinkedIn, vous avez écrit « Les très nombreux entrepreneurs sont persuadés que les entreprises peuvent largement contribuer à sortir la France de la crise financière et de la compétitivité qu'elle connaît à l'international et particulièrement en Afrique, à condition qu'on les laisse travailler sans les entraver. En quoi l'Afrique, pour vous, représente-t-elle une opportunité stratégique pour en faire Dans cette citation, je dis beaucoup de choses finalement. Oui, je dis d'abord que pour lutter contre la morosité actuelle en France, ça c'est national, c'est-à-dire le déficit du budget, une croissance ralentie, des normes trop élevées, un moral des entreprises qui n'est pas toujours au beau fixe, il faut s'appuyer plus sur les entreprises que sur le secteur public. Oui. Donc, faites confiance aux entreprises, c'est nous qui créons des emplois, c'est nous qui payons les impôts et c'est nous qui créons de la richesse. Et pour faire cela, j'ajoute que l'Afrique est une bonne destination. Oui. L'Afrique est gigantesque, l'Afrique a un potentiel énorme, elle est sur le même méridien que la France. Nos entreprises y ont une expérience très grande et très forte. Elles savent s'y comporter et elles s'y comportent bien. Elles sont d'entreprises citoyennes. Leurs produits sont en général adaptés et aimés et appréciés. Et donc, c'est une bonne destination pour créer de la valeur et par ailleurs, ça développe le partenariat. Et pour ça, il faut nous laisser à peu près travailler sans nous mettre trop de normes, sans nous mettre trop d'obstacles administratifs et sans, dès que ça marche un petit peu bien, opérer du harcèlement fiscal. Alors, vous parlez du côté de l'Afrique ou du côté de la France? Ou des deux?
Les deux. Bon, Le harcèlement fiscal en France, ce serait injuste de dire le harcèlement fiscal. La pression fiscale est permanente. En Afrique, elle va et elle vient. Ça dépend un peu de la période de l'année et du pays concerné. Mais le problème de l'Afrique, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, c'est que, pardon si je suis un peu technique, mais c'est que l'assiette sur laquelle les États ou les gouvernements peuvent se reposer pour lever de l'impôt, c'est-à-dire les personnes et les entreprises sur lesquelles elles peuvent lever les impôts, donc avoir des recettes, elle est trop faible. Et par conséquent, ceux qui sont dans l'assiette, c'est-à-dire les entreprises, et notamment les entreprises françaises, eh bien, à la fin de l'année, les États sont tentés d'aller les voir pour les taxer davantage, pour boucler leur budget. Pour boucler leur budget. Voilà. Vous trouvez ça... quelle analyse faites-vous de cela? Je peux comprendre. Ça n'est pas un reproche que je fais au gouvernement et aux États. Ils sont confrontés à leurs propres difficultés. Simplement, c'est le sujet de l'économie informelle. Vous savez que 80% à peu près, presque dans tous les pays, les Africains travaillent dans l'économie informelle. L'économie informelle ne paye pas d'impôts, puisque par définition, elle est informelle. Il n'y a pas de comptabilité, etc. D'où la création. Ça veut dire qu'il n'y a pas à peine la moitié de la richesse créée en Afrique qui donne lieu à des impôts. Donc, ce qu'il faut tous ensemble faire, entreprises, sociétés civiles, gouvernement africain, c'est d'essayer d'élargir la part formelle de l'économie, c'est-à-dire de faire rentrer dedans les sociétés africaines qui sont dans l'informel. Non pas en le faisant entrer d'un seul coup, elles ne le supporteraient pas, mais petit à petit, on ferait comprendre aux Africains qui sont dans ces entreprises qu'ils auraient intérêt à avoir une couverture sociale, qu'ils peuvent payer des impôts un peu, pour commencer, comme les autres, pour participer, pour partager la charge et le fardeau de l'économie nationale. De l'économie, voilà pourquoi en Afrique, justement, il y a eu la réforme, l'introduction du statut de l'entrepreneur en droit au WADA. Voilà. Justement pour nous sommes tout à fait en faveur de ces choses-là, c'est très important. Dans l'assiette fiscale. Et donc, vous avez été à la 5e édition, on va parler rapidement de cela, la 5e édition des rencontres des entrepreneurs qui a eu lieu à Brazzaville en juin. Des entrepreneurs francophones. Francophones, oui, francophones, merci. À francophone, oui, qui est à Brazzaville en juin dernier, et Michel Njombo, qui est le président de l'Union patronale interprofessionnelle du Congo, donc Uni Congo, a rappelé l'urgence d'une intégration économique francophone plus ambitieuse avec l'Afrique au cœur des nouvelles autoroutes du commerce et du co-développement. Là, je l'ai cité. Et vous, comment pourraient se positionner les entreprises françaises et comment faire face à la concurrence dans l'intégration africaine? D'abord, je pense que tout vient d'une envie de partenariat et de collaboration. Il faut que les Africains, les économies africaines, les gouvernements africains aient envie de France et aient envie d'entreprises françaises. Et il faut que nous autres, entreprises françaises, nous ayons envie d'Afrique. Et cette envie, je crois qu'elle existe. Elle existe, mais elle est quelquefois freinée par l'environnement général. Et la passion baisse, la passion baisse, elle va, elle vient. En ce moment, les relations politiques entre la France et certains pays d'Afrique ne sont pas au beau fixe. Pour ne pas dire, elles sont mauvaises, par exemple, avec les pays du Sahel. Et donc, ça crée une ambiance un petit peu anxiogène pour les chefs d'entreprise français. Par ailleurs, il y a les affaires de réglementation dont je parlais tout à l'heure. Ça, ce n'est pas les Africains, ni les économies africaines, ce sont les Européens. C'est les règles de la conformité, les règles de la protection de la planète, les règles de la comptabilité, et tout ce qui s'ensuit, à savoir les possibilités d'être attaqués au plan juridique ou traînés devant les réseaux sociaux par des ONG. Les entreprises n'aiment pas ça. Et si elles se disent, on va en Afrique pour se faire attaquer sur les réseaux sociaux parce qu'on pense qu'on fait de la corruption, qu'on ne gère pas bien la transition économique, que, par exemple, on utilise des énergies carbonées, on va se faire attaquer sur les réseaux sociaux. Comme les marchés africains ne sont pas très grands, je préfère ne pas y aller. C'est une erreur funeste de faire cela. Il faut surmonter cela et y aller. Carmen, nous avons dans les membres du CIAN quelques grands groupes français qui ont opté pour l'Afrique il y a 30 ou 40 ans. Ils n'ont pas dérogé à cet engagement. Ils y vont avec régularité, confiance et volonté. Résultat des courses, ils font 20 à 30% de leur chiffre d'affaires en Afrique et ils y gagnent plus d'argent qu'ailleurs dans le monde. Mais ça veut dire qu'il faut une volonté permanente. Il ne faut pas y aller pendant 10 ans et puis se dire, tiens, c'est dangereux, il y a une nouvelle réglementation qui me gêne, par exemple sur le code minier ou autre, je vais me retirer, puis je reviendrai peut-être après. Non, il faut rester, car si on reste avec confiance et qu'on travaille avec professionnalisme, on a plein d'atouts ensemble, économie africaine et économie française, pour créer de la valeur et que ça marche tous les deux. C'est pour créer de la valeur. Et justement, vous parliez d'argent, vous parliez de gagner de l'argent
On va rester dans l'intégration avec la CEMAC, qui est la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La CEMAC qui connaît depuis plusieurs mois une baisse préoccupante de ses réserves de charges, de change auprès de la BEAC, qui est la Banque des États de l'Afrique centrale. Selon vous, à quoi cela est-il dû et comment interprétez-vous cette baisse, M. Giraud? Cela est dû au déséquilibre des échanges et à l'insuffisance de valeur créée par les économies africaines, notamment d'Afrique centrale. Oui. Vous savez que cette région d'Afrique, l'Afrique centrale, elle est très riche en matières premières. Et les pays africains de cette région exportent beaucoup de matières premières brutes, sans la transformer. Ouais. Savez-vous, par exemple, qu'une tablette de chocolat vendue en France 10 €, eh bien, le coût du cacao payé aux producteurs de cacao, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Ghana, c'est 5 centimes d'euros. Donc c'est 5%. Ouais. 5% simplement. Alors évidemment, il y a des frais, il y a le transport, il y a le phytosanitaire, il y a la commercialisation, il y a le merchandising, il y a d'autres choses à faire. Mais on voit bien que transformer les produits et les matières premières sur place crée de la valeur. Et donc si vous créez de la valeur, quand vous les exportez, vous gagnez des devises. Oui. Et donc il y aurait davantage de devises à la Banque centrale si on faisait ça. Et comme le cours des matières premières en ce moment fluctue beaucoup, et notamment pour les pays pétroliers baisse, il ne vous a pas échappé que le prix du pétrole baisse, oui. Eh bien c'est moins de devises qui rentrent dans le pays, et d'où ce déséquilibre de devises. D'accord. Et qu'en est-il du non-rapatriement des recettes d'exportation? Non, mais les recettes d'exportation, elles sont rapatriées, puisque quand vous faites de l'exportation, vous êtes payé dans votre pays d'origine. D'accord. C'est pas comme ça qu'il faut voir le problème, si vous permettez. Je crois surtout que quelquefois, il y a des liquidités africaines qui quittent le continent pour aller s'investir ailleurs. Oui, s'investir. Notamment dans les soins de santé, on n'en parle pas souvent. Oui, mais c'est pas que les recettes d'exportation sont détournées ou n'arrivent pas dans le pays. C'est que les liquidités qui existent dans le pays, assez souvent, se placent ailleurs. Ce ne sont pas des malhonnêtes ou des méchantes personnes qui font ça. C'est simplement que les opérateurs qui ont des liquidités en Afrique pensent qu'ils vont gagner davantage ailleurs dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en France, en Asie, que dans leur propre pays. C'est une question de confiance. Oui. Et deuxièmement, ils se disent c'est moins risqué d'acheter des bons du Trésor américain, de placer dans des fonds d'investissement en Europe, par exemple, que d'investir dans le secteur agricole ou de santé dans mon pays. Oui. Et donc, notre travail à nous tous, secteur privé et entreprise, c'est de les convaincre, de dire vous vous trompez. L'Afrique, c'est l'avenir. Investissez dans notre pays et vous serez payé en retour. D'accord. Alors, quel rôle peut jouer la France pour appuyer la CEMAC par rapport à ces défis? Et la CEMAC a décidé de la restriction éventuelle de l'accès aux devises étrangères. Est-ce que cela risque de freiner justement l'activité des investisseurs? Oui, ça c'est sûr que si vous avez un manque de devises, vous avez du mal à importer les produits finis dont la population a besoin, et vous avez du mal à importer les intrants, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans les fabrications locales, parce qu'il y en a quand même. Il y a des usines, il y a des garages, il y a même dans le domaine des matières premières, il y a du matériel, et il faut des pièces de rechange, etc. Donc tout ça coûte plus cher. Donc par conséquent, la solution, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, tout faire pour améliorer la création de richesses sur place. Par ailleurs, il y a quand même une deuxième technique. La France, comme vous le savez, il y a 3 ans maintenant, sous l'initiative du président Macron, a été en première ligne pour attribuer à l'Afrique une partie des droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire des liquidités qui étaient accordées par le FMI de Washington, qui étaient attribuées en fonction des parts historiques beaucoup à l'Europe, qui n'en avait à l'époque pas trop besoin, parce qu'il y avait la BCE qui était là pour répondre aux besoins. Et donc la France a suggéré que 100 milliards de dollars reçus en droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire des liquidités, soient attribués à l'Afrique. Ben ça, c'était de l'argent en devises qui pouvait résoudre le problème. Qui pourrait résoudre le problème. Voilà. Et qui l'a résolu partiellement d'ailleurs. D'accord. Parce que ça a été fait. Il l'a résolu partiellement et ça a été fait. Et donc, Monsieur Giron, on va parler de la pratique des affaires et de l'environnement local. J'ai du mal à dire aujourd'hui à parler. Et donc, qu'en est-il de l'équité de la pratique contractuelle entre les entreprises françaises et leurs investisseurs et leurs partenaires africains? Je dirais 2 choses. Oui. Je dirais d'abord que la pratique contractuelle et la notion de contrat, elle est très importante. Ça n'est pas qu'on est obsédé du droit, on n'est pas des maniaques du droit, mais simplement
quand vous investissez dans un pays, vous êtes une entreprise française par exemple, vous dites, ben voilà, je vais construire une usine ou lancer une affaire, un hôtel ou une clinique par exemple, dans un pays. C'est pour 20 ou 30 ans. Et donc, si le respect du contrat n'est pas assuré, vous n'y allez pas. Et donc, si au bout de 5 ans, vous êtes sous la menace que votre contractant, l'État ou votre partenaire africain dit « moi je déchire le contrat et puis j'en fais l'inverse », ça ne va pas. Donc le respect du contrat, c'est très important. Mais tout le monde le sait, ça. Mais il faut vraiment le mettre en œuvre, sous l'égide d'ailleurs du droit de l'OHADA et des cours d'arbitrage qui existent. Donc tout ça fonctionne. Mais j'insiste sur l'importance de cela. Ensuite, la deuxième chose, c'est que faire des affaires, ça se passe en partenariat. C'est le mot qui compte. La forme du partenariat, c'est le droit, c'est-à-dire c'est le contrat. Mais la vérité, c'est que derrière, il y a un état d'esprit. Oui. Moi, ça fait 40 ans que je vais en Afrique. J'ai dirigé des grands groupes français qui opéraient en Afrique. J'y suis allé, comme vous le savez sans doute, plus de 500 fois. Donc, j'ai quand même négocié beaucoup de contrats. Oui. Je peux vous dire que vous pouvez mettre des juristes qui vont regarder les lignes une par une. Mais il faut quelqu'un derrière qui s'entende avec le partenaire. Il faut qu'il y ait une union des volontés et une confiance réciproque. Et les bons contrats, c'est ceux qui donnent lieu à 4 ou 5 pages de papier juridique, mais surtout où les deux patrons derrière, ou les deux co-contractants ont topé là en 5 minutes, en disant on est d'accord parce qu'on a confiance, on s'apprécie. C'est le meilleur contrat qui puisse marcher dans la vie. Et les intérêts sont... Le marché de la confiance. Les intérêts, c'est fait de manière équitable dans les contrats? Alors les intérêts, il faut sortir d'une relation qui a peut-être eu un petit peu trop de développement dans le passé, oui, qui est une relation soit de domination, soit de demande et de requête. Il faut exactement avoir une solution d'égal à égal. Et on peut prendre l'exemple des contrats d'exploitation. Oui, mais ça justement, c'est pas du baratin quand je dis d'égal à égal. Ça veut dire que chacun doit défendre ses intérêts. Ça veut dire que le partenaire africain doit lui dire non, ça je veux pas. Je signerai pas ce que vous demandez. Pourtant, il signe. Hein. Ben, il faut qu'ils aient le courage de dire je signerai pas parce que ça n'est pas mon avantage. Ouais. Mais non, ils ne signent pas toujours. Parce que maintenant, il y a la concurrence. Est-ce que vous avez un exemple? Ils peuvent signer avec des Chinois, ils peuvent signer avec des Turcs. Et donc, pas avec les Français? Non, si, mais si, ils sont en discussion avec les Français. Ouais. Nous sommes confrontés à la concurrence d'autres. Ouais. Et puis, en contrepartie, nous, entreprises françaises, nous devons aussi nous sentir libres pour dire non. Moi, je ne suis pas d'accord pour cette clause parce que ça n'est pas mon intérêt. Je ne suis pas d'accord avec cette clause, pas parce qu'il y a eu un passé entre nous, parce qu'on veut faire le bien. Non, parce que ça n'est pas mon intérêt. Et il me semble que les hommes d'affaires africains et les hommes d'affaires français, ils peuvent se comprendre sur cette base-là. Chacun défend ses intérêts. Donc, on n'essaie pas de rouler l'autre. On essaye quand même, on a le droit d'être malin. C'est des affaires. On n'est pas obligé d'être bisounours, si vous permettez. Mais quand même, on le fait en respect de l'autre. Et donc, ce sont des contrats gagnant-gagnant, hein, comme... oui. Je n'ai pas dit le mot, mais c'est ça que ça veut dire. C'est ça, gagnant-gagnant. Et donc, par rapport à l'environnement local, qu'est-ce qu'apporte la France sur le terrain africain quand on regarde les problèmes des difficultés dans la distribution d'eau et d'électricité, notamment la connexion Internet qui coûte très cher? Oui. Qu'est-ce que les entreprises françaises, notamment du CIAN, peuvent apporter dans la résolution de ces problèmes? Je crois d'abord qu'on apporte beaucoup de choses, mais je crois d'abord qu'on apporte un savoir-faire, une qualité des produits qui est reconnue. Oui. Qui est reconnue. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était maintenant confronté à une concurrence mondiale, puisque l'Afrique s'est ouverte à la concurrence mondiale. Oui. Maintenant, nous sommes confrontés à la concurrence mondiale. Et quand même, nous n'avons pas à rougir, nous, entreprises françaises, de la qualité de nos produits et la qualité de nos services. On travaille bien. Deuxièmement, on a une connaissance de l'Afrique qui est assez exceptionnelle. Pardon si ça vous paraît assez immodeste de dire ça, mais c'est parce qu'on a de l'ancienneté. La majeure partie des entreprises membres du CIAN, y sont depuis plus de 100 ans pour certaines. Ça fait 100 ans qu'on est sur place. Et comme on dit souvent, nous sommes amis des bons jours, amis des mauvais jours. Quand il y a eu les crises sanitaires, nos entreprises n'ont pas fermé. D'autres nationalités que je ne citerai pas, par gentillesse, ont mis leurs salariés dans les avions et sont partis. Oui. Nous, non. Amis des bons jours, amis des mauvais jours. Oui. Donc on a une expérience qui est forte et un savoir-faire fort. Enfin, nous intervenons dans tous les secteurs. Nous n'avons pas simplement choisi les secteurs hyper rentables ou d'avenir. Nous travaillons, vous avez parlé de la distribution d'eau, de l'équipement, de la ville intelligente, de la smart city. Nous sommes tout à fait là-dedans, nous avons des grandes compétences, mais on sait aussi développer beaucoup d'affaires dans le domaine de l'enseignement, de l'agriculture, de la santé, des autres infrastructures, et puis l'industrie aussi. Alors oui, on est tous azimuts, il y a quelques secteurs où on est devenu moins fort, par exemple les mines, le secteur des mines est moins fort. On était très dominant dans le secteur de la banque.
là, maintenant, il y a un certain retrait des banques françaises au profit largement des banques africaines, pardon, et c'est très bien. Oui. Mais autrement, dans presque tous les autres secteurs, nous sommes présents. Voilà. Et au niveau de justement la distribution d'eau et d'électricité, ce problème est toujours récurrent. Ah oui, ça c'est très important parce que vous ne pouvez pas développer des industries, des usines qui vont transformer les matières premières pour faire de la richesse, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez 6 heures de coupure d'eau par jour. Voilà. Si vous avez 12 heures de coupure d'électricité par jour, c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce que pour contrer ça, les industries et les usines sont obligées d'avoir des groupes électrogènes, une petite centrale pour eux. Donc ça augmente leur prix de revient et elles deviennent moins compétitives sur le marché international. Oui. Donc, on me dit souvent, mais qu'est-ce qu'il faudrait vraiment pour que l'Afrique franchisse encore un bond supplémentaire? Je réponds 2 choses. La gouvernance et deuxièmement, les infrastructures. Oui. Je peux me dire une troisième chose, les infrastructures, et puis une quatrième chose, les infrastructures. Alors, donc je reviens encore sur les réalités locales. On va parler de l'innovation, partenariats locaux, financement adapté. Est-ce que, au niveau des financements, qu'est-ce que la France apporte dans les projets des Africains pour valoriser le Made in Africa, par exemple? D'abord, la France apporte ses entreprises qui viennent avec leur propre financement. Il ne faut pas oublier que toutes les entreprises, d'abord, se financent par leur fonds propres, le capital, ce qu'on appelle l'equity. Oui. Bon, ça commence par ça. Et après, il y a les emprunts, il y a les fonds. Et là, nous nous présentons sur le marché financier, que ce soit des banques africaines, asiatiques, ou les banques publiques, dites de développement. On va sans doute changer le nom, mais ça s'appelle encore les banques de développement, et qui financent des projets quand ils sont bons. Comme on dit aussi en langage financier, bancable. Un bon projet va trouver les financements. Donc, alors, le problème de l'Afrique, je vais vous dire, le financement, il y a 2 choses. Il y a de l'argent en Afrique, mais il n'est souvent pas assez fléché sur les industries de transformation, sur le développement de l'Afrique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de liquidités d'Afrique quittent le continent pour trouver des placements qu'elles jugent meilleurs ailleurs. Et puis pour l'importation. Bon, ça c'est la première chose. Ouais. Et puis la deuxième chose, en Afrique, l'argent est cher. Ouais. Dans beaucoup de pays, vous êtes entrepreneur, vous voulez emprunter de l'argent pour vos propres, ça coûte. Si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous allez payer 6 à 7%. Ouais, si vous êtes une petite entreprise de démarrage, vous risquez de payer 15 à 16%. Est-ce que vous imaginez la rentabilité que l'entrepreneur doit sortir pour couvrir ses frais d'intérêt? Donc ça tue. Donc il faut absolument, évidemment, que les banques centrales soient un petit peu plus ouvertes sur les attributions de crédit. Oui. Et puis, il faut aussi de la stabilité de change, parce que si vous avez de la stabilité de change, vous pouvez vous endetter à l'étranger, en devise étrangère. Si vous vous endettez en euros, et que vos recettes sont en monnaie locale, en CFA ou en Naira, par exemple, au Nigeria, et que le Naira dévalue de 40%, vos recettes baissent de 40% pour rembourser vos euros. Donc, vous ne le faites pas. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et parlons du cadre fiscal, là aussi, il y a des problèmes. Hein. Ben oui. Alors, qu'en est-il du dialogue public-privé entre les entreprises du CIAN et les États africains, par exemple? Ben, écoutez, moi, je le qualifierais de bon. De bon. Bon. Parce qu'il existe d'abord. Il existe. Et ça, je voudrais dire à vos auditeurs qu'on se parle. Nous parlons au gouvernement, nous parlons aux autorités, qu'elles soient françaises, européennes ou africaines. Donc, on n'est pas dans nos tours d'ivoire à s'ignorer. Deuxièmement, quand on parle, nous partageons à peu près les mêmes valeurs. Bon, après, il y a les contraintes de tous les jours. Oui. Les contraintes de tous les jours, par exemple les contraintes fiscales dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, du côté des pays. C'est très dur d'être chef de gouvernement, c'est très dur d'être ministre des Finances en Afrique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à cause du sujet de l'assiette fiscale que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, je peux parler de M. Emmanuel Yoka, hein, que vous connaissez très bien, qui est ministre des Finances bien sûr. Au Congo-Brazzaville. Je l'ai connu à Brazzaville et je l'ai connu aussi en France. À l'AFD. Hein, exactement, exactement. Directeur Afrique. Et donc, il est en train de vivre ses problèmes. Oui, il vit ses problèmes, mais il comprend très bien les données du problème des entreprises. Mais au fond, les gouvernements et les ministres des Finances africains, ils ont à résoudre des problèmes de court terme, c'est-à-dire boucler le budget de fin d'année. Ouais. Et ils peuvent être tentés d'aller prendre de l'argent dans les entreprises, mais à ce moment-là, il faut voir le long terme. Si les entreprises ont investi, il faut leur laisser les moyens de se développer. Après, elles vont se développer, elles vont faire du chiffre d'affaires et elles vont payer de l'impôt, puisque nous payons tous des impôts, puisque en gros, quand même, nos entreprises ont intérêt à faire des affaires et ça marche bien. Oui. Alors, on va parler de la lenteur administrative. Hein. Lenteur administrative, harcèlement fiscal, ce n'est pas encore terminé, même si certains États africains essaient de trouver des solutions pour alléger cette pression fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez?
La pression fiscale, j'en ai parlé. Oui, elle est toujours là. Elle a ses propres motifs. Ouais. Ça n'est pas, comment dirais-je, avec un peu d'humour, ça n'est pas de la méchanceté. Le harcèlement, d'ailleurs, au fond, est un mot assez mal choisi. J'ai utilisé, j'en suis désolé, mais il y a quelquefois une pression qui n'est pas raisonnable. Quand on demande 3 ans de chiffre d'affaires en redressement d'impôts à une entreprise, qui est d'une taille moyenne, excusez-moi, mais où on s'arrange, où elle ferme. Donc, il ne faut pas faire ça. Voilà. En revanche, il y a l'autre sujet qui est celui dont vous avez parlé, qui est de l'efficacité administrative. Oui. Le rythme, c'est ça qu'il faut bien comprendre et que vos auditeurs comprennent. Le rythme public, que ce soit en Europe, en France ou en Afrique, c'est-à-dire le rythme des gouvernements et des administrations, la vitesse n'est pas le même que le rythme des entreprises, qui vont beaucoup plus vite, qui sont plus agiles. Une entreprise décide un investissement, ça passe en comité d'investissement, on trouve le financement, et on dit on commence dans 2 mois. Bon. L'administration, c'est pas pareil, parce qu'il y a différents services. Il faut souvent passer des lois devant le Parlement. Il faut sortir des décrets. Donc on perd 1 an ou 2. Oui. Et en attendant, on piaffe et finalement on risque de ne pas faire l'affaire. Il faut adapter justement à la rapidité des affaires. Hein. Mais vous savez, je parle de ça en connaissance de cause, parce qu'en France, on est aussi assez fort pour ça. Ah ouais. Puisqu'il y a quand même quelques équipements qui ont mis des années à sortir. Par exemple, la liaison de métro entre l'aéroport de Roissy et Paris Centre-Ville. Et l'aéroport Orly. Non, Orly, c'est fait. Ça, c'est fait. Il a mis longtemps, mais c'est fait. Mais Roissy, c'est pas encore fait. Voilà, donc c'est long, c'est long. Alors, on va bientôt finir. On va parler rapidement de la double imposition et des conventions fiscales. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France, les entreprises du CIAN ont des pays avec lesquels ils travaillent selon des conventions fiscales? Bien sûr, presque toutes. Presque toutes. Et nous sommes tout à fait en faveur de ça. D'accord. Pour vos auditeurs, je rappelle qu'une convention fiscale, en gros, consiste à dire qu'une entreprise étrangère installée dans un pays d'Afrique, avec une filiale par exemple, ne doit pas payer 2 fois l'impôt sur le même profit. Ouais. Donc soit on le paye dans le pays africain, soit on le paye en France, mais on ne paye pas 2 fois, puisque l'entreprise, la filiale, mettons qu'elle ait gagné 100 € et qu'elle rapatrie les 100 € en dividende à sa maison mère, il ne faut pas qu'on paye 2 fois l'impôt. C'est ça le but de la convention fiscale. Et ça marche bien, il y en a plein. Ouais. En revanche, elles ont été dénoncées par un petit nombre de pays, d'une manière assez brutale, il y a 2 ans, les pays du Sahel, pour pas les nommer. Il y a le Mali, par exemple. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, pas la Guinée, le Niger. Le Niger. Et ça revient au sujet dont on parlait tout à l'heure, qui est la stabilité du droit et le respect des contrats. Oui. Ça, c'est terrible. Vous avez une règle qui s'exerce depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et brusquement, une des 2 parties dit on change la règle. Bon. C'est comme si vous jouiez au football, sauf que la partie qui change la règle, c'est l'État. Donc elle est plus forte que nous. On ne peut rien faire, nous. Bon. Et donc, vous jouez au football, et puis brusquement, l'arbitre dit tiens, on change la règle. Est-ce que c'est pas la politique? On va mettre 14 joueurs d'un côté et 11 de l'autre. Qui s'invite dans ce genre de décision? Pardon? C'est pas la politique qui s'invite dans ce genre de décision, de retrait? Oui, c'est la politique, parce que souvent, c'est une bonne manière, effectivement, de développer des arguments vis-à-vis et aux yeux de la population. Oui. D'accord. Et donc, vous avez des conventions de non-double imposition avec d'autres pays, comme le Cap-Vert, le Mozambique, Guinée équatoriale. Non, mais il y en a plein. Il y en a plein, on ne va pas les citer. Alors, on va revenir sur votre livre pour le mot de la fin, Monsieur Giraud. Vous avez écrit 54 nuances d'Afrique. Très intéressant. Alors, c'est une réflexion sur la relation entre la France et l'Afrique. Si vous deviez écrire un livre sur la gouvernance des entreprises, comme on vient de le faire tout au long de cette émission, quel titre serait... Gouvernance des entreprises, 2 points, gérer ensemble. Gouvernance des entreprises, gérer ensemble. 2 points, gérer ensemble. Ça veut dire gérer avec les équipes, ne pas être solitaire. Il faut toujours gérer en équipe et en groupe. Et deuxièmement, s'il y en a, faire sauter le plafond de verre pour les femmes et pour les Africains. Très bien. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, Monsieur Giraud, d'être passé sur ce plateau de 3 ans en Afrique. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et donc, la compétitivité, la fiscalité, le rapatriement des devises ou encore l'adaptation aux réalités locales africaines, autant de sujets qui méritent une réflexion profonde et surtout des actions concrètes, comme on le voit dans le livre de M. Giraud, qui a été notre invité. Donc, je dis merci à l'équipe technique de nous avoir suivis, merci de nous avoir assistés. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette interview très intéressante. Et donc, à très bientôt pour un nouvel échange au cœur des enjeux économiques internationaux. C'était Carmen Févillier. Au revoir.